Bonjour à tous. Merci Merci. Daniela de m'avoir sollicité pour faire un retour d'expérience en tant que RSMQ au CHU d'Amiens sur notre expérience de mise en place du système de management de la qualité et de la sécurisation du circuit des dispositifs médicaux implantables, donc pour appliquer l'arrêté de septembre 2021. Rapidement, donc ça a été évoqué, donc le contexte réglementaire, hein, depuis 2006, hein, la traçabilité, c'est pas récent du tout, même avant, je dirais, avec les valves cardiaques. On a quand même en 2006 le décret de traçabilité avec la matériovigilance, l'arrêté de 26 janvier 2007 qui fixe aujourd'hui la liste des DM soumis aux règles de traçabilité obligatoires. Bien entendu, donc le règlement qui est entré en application le 26 mai 2021, comme cela a été souligné. Et puis donc en 2020-2021, sachez que c'est le décret du 7 décembre 2020 qui est relatif au management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles avec son arrêté du 8 septembre. Et là, le périmètre a été réduit au DMI, donc arrêté avec 17 articles. Et donc cet arrêté, il est en vigueur depuis le 26 mai 2022. Sachez aussi qu'il y a un décret à venir, donc qui est en signature au niveau de la DGOS. Donc, c'est en application du règlement. Hein, donc, voilà. Et là, le périmètre, il va changer par rapport à celui qui a été fixé au 26 janvier 2007. Donc, on a beaucoup plus de DMI à tracer. Sont exclus les DM implantables, c'est-à-dire on ne parle plus de dispositifs médicaux implantables, on parlera des dispositifs implantables qui sont visés à l'article 18.3 du règlement, c'est-à-dire les sutures, les agrafes, produits d'obturation dentaire, appareils dentaires, couronnes, vis, cales, rachis. Alors attention, tout ce qui est en dehors de la colonne vertébrale, qui ne touche pas la colonne vertébrale. Par contre, les vis pédiculaires, ils seront à tracer. Donc, sachez que Europharmat est en train de travailler sur le guide de traçabilité et en lien avec, et on le met à jour en lien avec donc le futur décret que on espère va paraître l'été 2024. Donc, tout est à tracer, sauf ceux qui sont exclus, ceux de l'article 18.3 du règlement, sauf ceux qui relèvent de la classe 3. Alors bon, je ne rentre pas dans le détail de l'arrêté de septembre. Donc voilà, nous avons l'article 4 qui fixe donc le système de management de la qualité avec donc la mise en place de l'identifiant unique, donc l'IUD, donc le système d'interopérabilité entre les systèmes d'information. L'information doit être chaînée dans les systèmes d'information, hein, donc c'est-à-dire à chaque étape du circuit, on en parlera après. Et puis donc je vais m'intéresser plutôt à l'article 5 où en fait il y a un engagement de la direction dans le cadre du système de management de la qualité avec la nomination donc d'un responsable du système de management de la qualité qui lui en lien avec la direction et conjointement avec le président de CME. Donc la CME doit donc suivre cette maîtrise de la qualité du circuit des dispositifs médicaux implantables. Alors, très important, il y a une responsabilité au niveau de la direction, mais il y a aussi, après on verra, une responsabilité au niveau du RSMQ, mais au-dessus du RSMQ, il y a un engagement de la direction conjointement avec le président CME. C'est-à-dire, il faut que ça soit une politique institutionnelle et non pas une politique pharmacie ou quoi que ce soit. Donc, c'est la direction de la qualité par délégation de la direction générale, conjointement avec le président de CME, qui doit s'engager dans le cadre du système de management de la qualité. C'est elle qui doit établir la politique de la qualité, fixe les objectifs et le calendrier, et qui doit assurer le suivi de sa mise en œuvre avec la mise en place donc des plans d'action et les indicateurs de suivi, qui doit formaliser les responsabilités, les autorités, les délégations de responsabilité, et elle doit définir un plan de formation pluriannuel, hein, donc des personnes à la qualité et la sécurisation du circuit des dispositifs implantables pour garantir aussi leur traçabilité et donc doit assurer le suivi d'une formation à la gestion des risques. Ça, c'est très important, lié au circuit des dispositifs médicaux et à la traçabilité sanitaire. On est bien d'accord, c'est hors champ de matériovigilance, on parle du circuit des dispositifs médicaux implantables. Alors, le RSMQ, il doit avoir l'autorité nécessaire, il ne doit pas être que exécutant
pour l'exercice de ces missions qui sont assurer la coordination des acteurs impliqués dans le circuit, définir l'ensemble des procédures organisationnelles, s'assurer que tout passe bien, que tous les processus sont établis, mis en œuvre et évalués, et puis surtout rendre compte à la direction et à la commission médicale d'établissement donc du plan d'action et de l'état d'avancement du process. Alors, le RSMQ, ce n'est pas une obligation à un pharmacien, ce n'est pas une obligation à un correspondant local de matériel-vigilance. Ça peut être un pharmacien DM, ça peut être aussi un chirurgien, ça peut être également un ingénieur médical, mais ce n'est pas une obligation que ça soit le correspondant local de matériel-vigilance. Voilà. Par exemple, nous, au CHU d'Amiens, je suis la seule, mais je sais qu'à Lille, il y a un binôme chirurgien plus pharmacien. Ça, c'est très important. Alors, pour résumer, donc voilà, l'arrêté, c'est 7 axes, hein, donc la nomination du RSMQ, la définition de la responsabilité des acteurs, le plan de formation du personnel, la mise en place d'un système documentaire avec la cartographie des risques dus a priori sur le circuit, l'organisation des déclarations des événements indésirables, planification des axes d'amélioration et surtout la mise en place d'un processus organisationnel du circuit des DMI avec la mise en place de la traçabilité et donc de l'IUD, et avec l'interopérabilité donc de l'IUD entre les systèmes d'information. Et cette information doit descendre du DPI vers le DP, alors via des interfaces, et puis on espère vers le DP, je ne sais plus, je ne sais pas par quel miracle, mais en tout cas, la réglementation le fixe. Par exemple, chez nous, on est en train de travailler avec l'éditeur de Dixcare pour que la carte implant en fait, institutionnelle descende du DPI, donc Dixcare, vers le DMP. Donc, c'est un travail qui peut être mené en lien avec vos directions informatiques. Donc, la mise en place de l'IUD, l'interopérabilité de l'IUD entre à chaque étape du circuit dans le système d'information, l'information du patient avant l'implantation en consultation, et puis donc la remise de la carte implant au patient avec la lettre de liaison qui doit contenir toutes les informations concernant donc l'implant. Hein, et donc, cette lettre de liaison doit être remise au patient et envoyée au médecin traitant. Juste pour vous dire que cette information patient, elle est importante parce que dans les critères HAS, le patient est informé des dispositifs qui lui sont implantés durant son séjour et il reçoit les consignes de suivi appropriées. Et je vous assure que dans certains établissements, ce critère n'était pas comment dire, atteint. Et donc, il y a eu quelques sanctions. Alors, quelle est la démarche que nous avons engagée au CHU d'Amiens par rapport à toute cette politique? Donc, nous avons rédigé donc une fiche de mission du RSMQ, donc DMI, donc il est donc basée sur l'arrêté de septembre. Hein, donc, alors particulièrement, nous avons 5 missions. Donc, participer à l'élaboration du système documentaire, la cartographie des risques liés au circuit des DMI a priori, organiser l'analyse des événements indésirables liés au circuit des DMI, participer à l'informatisation du circuit et à l'interopérabilité des composants du système d'information et à la sensibilisation et à la formation du personnel à la sécurisation du circuit. Sachez qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune ressource supplémentaire qui nous a été octroyée pour mettre en place cette politique. Nous avons entamé ce travail grâce à un interne en pharmacie qui était en DJ, donc qui devait passer sa thèse. Et donc, on a commencé vraiment amorcer donc le travail grâce à son travail. Elle a été beaucoup impliquée pendant toute une année et ça nous a beaucoup aidé. Voilà, donc aucune ressource supplémentaire à part donc les internes. Merci les internes en pharmacie. Et puis, voilà, comme je vous disais, que le RSMQ, c'est un pharmacien DM. Et nous avons aujourd'hui, on travaille avec notre référent pharmacien qualité de la pharmacie pour justement mettre en place notre processus qualité par rapport aux procédures et puis sur le site intranet de l'hôpital. Alors, calendrier de travail démarré depuis 2020, donc avec la phase pilote des GOS, donc on a commencé à travailler sur le contrôle des codes barres non conformes à sa réception à la PUI. Ensuite, donc en mars 2020, nous avons commencé notre réunion de démarrage. Hein, donc, nous avons la chance de faire partie du groupe Europharmat et c'est vrai que le décret, on l'avait
bien travaillé en amont, ça nous a quand même permis d'anticiper les choses. Alors ça peut être positif, mais ça peut être aussi un point négatif parce qu'à force, peut-être qu'on a anticipé trop les choses et que peut-être les éditeurs, n'étaient pas forcément, en avance et au point par rapport à cela, donc ça peut être un facteur limitant. Ensuite donc nous avons nommé le RSMQ, donc rédiger sa fiche de poste. Très important aussi, donc constituer un groupe de pilotage, hein, pluridisciplinaire, qui est lui est en lien. Alors dans ce groupe de pilotage, il y a le RSMQ bien sûr, le pharmacien DM si c'est pas le même, et puis il faut qu'il y en ait quand même les cadres de bloc, enfin un chirurgien ou représentant du bloc opératoire ou de l'interventionnel, bien entendu en fonction du circuit, et puis donc la qualité et l'informatique, très important. Donc, on était 4 ou 5 autour de la table. Hem, alors ce groupe de pilotage, aujourd'hui, il est un petit peu essoufflé parce que, on va voir après que ça demande beaucoup d'énergie et qu'on n'arrive pas aujourd'hui forcément à faire avancer les choses parce qu'on dépend beaucoup des éditeurs, des systèmes d'information et cetera. Mais je pense que, prochainement, on va remotiver la troupe grâce justement à tout un travail qui a été fait là tout récemment, avec donc l'audit croisé donc lancé par l'Omédit Hauts-de-France. Donc en plus du groupe de pilotage, nous avons un groupe de travail, hein, donc avec les personnels du terrain, donc des référents métiers. Alors ce qui est difficile, c'est de pouvoir détacher ces personnels, notamment les IBOD, les IAD, si nécessaire ou les manips radio pour pouvoir participer au groupe. Et puis après, donc nous avons réalisé notre cartographie donc des risques a priori. On a réalisé un audit rétrospectif sur la traçabilité dans Dixcare de la remise de la carte implant et puis de la lettre de liaison. Un travail autour de l'IUD et l'organisation des déclarations des événements désirables. Et enfin, on est arrivé là en mars donc 2024 avec donc l'audit croisé Hauts-de-France au Méditerranée. Alors, donc notre cartographie, en 2022, nous avons utilisé l'outil Interdiag, hein, donc je ne vais pas vous le détailler, mais voilà, donc on a 3 couleurs, rouge, orange, vert, donc faible, moyen ou fort. Et donc, bah, tout un travail qui a été fait, avec les blocs opératoires et quand on regarde grosso modo, eh bien, bah, on est quand même pas mal, hein, donc il faut pas, il y a très peu de points rouges. Alors ça, c'est grâce à l'implication de tout le personnel, vraiment. Nous avons une chance d'avoir une équipe pharmaceutique qui est placée au sein du bloc opératoire et ça, c'est indéniable. Ça, c'est une source de sécurisation du circuit indéniable, avec donc une présence du pharmacien, voilà, donc DM. Le problème, on a eu quelques problèmes, voilà, donc les locaux qui sont trop petits. Aujourd'hui, on n'utilise pas les lecteurs de code barre, les scanettes, les SAD, les systèmes d'acquisition des données en salle. Mais voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on devra se battre pour justement tendre vers ça. Et voilà. Quelques exemples du plan d'action sur les modules unités de soins. Par exemple, à l'époque, voilà, il fallait présenter l'identité et le rôle du RSMQ au personnel médico-soignant. Voilà, ça c'est alors, ils confondent toujours la même personne. Alors, c'est vrai qu'on a trouvé que c'était simple d'avoir un seul interlocuteur pour eux. Euh, voilà. Et le fait d'avoir les préparateurs, eh bien, ils ne connaissent pas le RSMQ, mais bon, eh ben, moi, je m'adresse aux préparateurs. Voilà. Donc, il y a un petit détachement par rapport à ça. Donc, c'est un positif d'avoir des préparateurs dans les blocs, mais de l'autre côté, on peut aussi donc sentir un petit détachement. Alors, mais voilà, transmettre les coordonnées du correspondant local, transmettre l'organigramme de la pharmacie aux unités de soins. S'il y a des référents, donc voilà, les identifier, rédiger la procédure dégradée en cas de panne informatique ou du cyber attaque, formaliser la demande de référencement, un audit sur la carte implant, lecteur code barre en salle et puis mise en œuvre donc du traceur ciblé sur le circuit des DMI. Donc voilà, donc voici quelques exemples de travaux qui ont été menés. Donc on a réalisé un audit sur la carte implant en tirant au sort 100 patients à partir de notre logiciel de traçabilité qui est Cedistock. Donc vous voyez donc ici notre fiche de traçabilité, hein, qui ne contient pas encore l'UD. Et donc, on a analysé donc, les 100 dossiers médicaux patients dans Dexcare. La fiche implant, est-ce qu'elle est générée dans Dexcare? Est-ce qu'elle contient le nom du dispositif, la référence, le nom du chirurgien qui a signé la fiche implant? Est-ce qu'il correspond à celui qui a opéré? La date d'impression de celle-ci, parce que nous avons la chance
qu'en fait, dans Dexcare, si on imprime, on a une traçabilité. Donc, on peut considérer qu'il y a une traçabilité d'impression, donc de la remise. Donc, je sais que ce n'est pas la même chose, mais c'est un plus. Lecteur du compte-rendu d'hospitalisation ou d'opération pour connaître le nom du chirurgien et le comparer à celui qui figure sur la carte implant. Et puis, la lettre de liaison, est-ce qu'elle comporte l'identification du dispositif médical, notamment le modèle, le fournisseur, le GTIN, donc c'est-à-dire l'IUD, et l'identifiant de production, c'est-à-dire le numéro de série, le numéro de lot, la date d'expiration, et la recherche de la traçabilité de la remise de la carte implant au patient par l'équipe paramédicale. Donc, les résultats, voilà. La fiche implant, elle est générée systématiquement et 100% des cas lorsque la référence, elle est créée et puis la traçabilité, elle est faite en salle, en temps réel. Hein, donc voilà. La majorité des IDE donnent un document institutionnel en main propre, mais le plus souvent lors de la sortie d'hospitalisation. Mais ce qui se passe, c'est que dans 5% des cas, on a un chirurgien qui est inscrit sur la fiche implant qui n'est pas l'opérateur. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une interface entre gamme et Cdstock. Et donc, c'est une mise à jour manuelle, malheureusement. Et donc, on est en train de se battre avec la DSN pour que cette mise à jour soit automatique, comme dans Dexcare, dans Cdstock. Le DMI posé n'est pas décrit dans la lettre de liaison, bien entendu. Et la remise de la carte est tracée pour 14% des patients dans le pays. Alors, est-ce un oubli des soignants de tracer? Et puis, certains donnent la carte implant de l'industriel. Aujourd'hui, on ne sait pas comment tracer cette remise de la carte implant. Et beaucoup d'ignorance concernant l'intérêt de la carte implant, notamment chez les jeunes diplômés. Voilà, module PUI, donc voilà, très bien. Alors, ce qui nous manquerait, c'est la trace, l'IUD, bien sûr. Et aujourd'hui, on a une traçabilité informatisée avec l'utilisation des SAAD à la PUI, le contrôle pré-réception et réception, mais il nous manque aussi donc le travail, le chaînage de l'IUD. Il est lu, mais il faut que l'information remonte dans Cdstock pour que cette information ici remonte aussi dans Dexcare. Voilà, donc le plan d'action, c'est l'IUD, hein, donc c'est un gros travail, c'est le principal travail qui est mené depuis pratiquement 2 ans avec donc les différents éditeurs. Alors, point fort par rapport à cette cartographie, donc c'est, comme je vous disais, la présence pharmaceutique dans les services, avec des référents pharmacie désignés au sein des équipes soignantes qui sont connus, avec des interlocuteurs uniques pour la matériau et le système de management de la qualité, que le circuit des DMI, nous avons de la chance, il est déjà informatisé avec des logiciels interopérables. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ressaisie, mais l'IUD ne passe pas encore, c'est ce qui nous manque. Le système documentaire, aujourd'hui, il est totalement informatisé et donc on peut considérer qu'on a une bonne maîtrise des étapes de différentes étapes du circuit des dispositifs médicaux implantables. Là, donc les points d'amélioration, donc comme je vous disais, comme il y a des préparateurs, donc il y a une perte des connaissances des procédures par les IDE et les IBOD. C'est vrai que pour la rythmologie, comme ils étaient dans un service à part, voilà, ils n'avaient pas forcément de référent désigné au sein de la plateforme parce qu'on avait une autre organisation hein, depuis le déménagement. Et donc, l'identification du RSMQ et du correspondant local, c'est un peu compliqué pour eux. Et donc, pas d'enregistrement de l'IUD dans le système d'information. À l'époque, on avait un système documentaire incomplet. Hein, donc, l'interne elle a fait un énorme travail de recherche documentaire. On avait plus de 100 références on était censé remettre à jour. Et puis, alors, donc, le 6 points, on ne s'est pas beaucoup intéressé dessus parce que ce n'était pas, on a considéré que ce n'était pas la priorité. On a comparé quand même nos résultats par rapport à une enquête nationale que nous avons fait en lien avec Europharmat. On voit bien qu'à l'époque, hein, donc je dis bien à l'époque, que au niveau donc, on a fait 2 questionnaires, un questionnaire pharmacien, donc 75 réponses pour 69 établissements et un questionnaire PPH avec 54 réponses pour 40 établissements. Système d'information, on voit bien que le problème, c'est, circuit totalement informatisé que pour environ 40 et puis, interopérabilité de l'IUD, donc 27 Bon, RSMQ à l'époque, c'est 43 des pharmaciens hein, qui sont nommés par la direction, et 31% des pharmaciens avaient une fiche de poste qui était rédigée à l'époque. Moyens accordés, vous voyez, donc c'est très peu, donc 8% des pharmaciens, donc on était quand même, voilà, donc on est dans la moyenne générale.
Démarche qualité, 83% des pharmaciens procèdent à une démarche existante ou prévue, et 41% des réponses des PPH, ils disent qu'elle est intégrée, donc ils sont intégrés dans la démarche. La réalisation de la cartographie des risques a priori, elle était faite à 20%. Voilà, à l'époque. La présence de PPH dans les blocs, c'est de l'ordre de 60%. Et puis l'information du patient, c'est de l'ordre de 45%. On était quand même pas mal. Ça nous a permis quand même de se situer par rapport au niveau national. Alors, le deuxième travail qui a été fait, c'est la cartographie du système d'information, hein, qui est circuit des DMI. Donc, on l'a fait en amont, c'est-à-dire en 2020, mais on l'a réactualisé en août 2023 quand on a profité de travailler avec l'OMIDIT Hauts-de-France sur notre cartographie des risques circuits des DMI. Alors, donc, rapidement, nos logiciels institutionnels, le DPI, c'est Dexcare, notre GEF, c'est MAC2, et puis nos logiciels métiers qui sont au sein du bloc opératoire. Donc, pour la gestion des interventions sous DexBlock ou DexImage, donc c'est Dexcare, et tout le logiciel de gestion de traçabilité de pose d'implant, que ce soit en gestion de dépôt, gestion de dépôt temporaire, dépôt permanent, achat, renouvellement, c'est Cdistock. Et ensuite, donc les logiciels métiers à l'API, donc on a la GEF. Grâce à la GEF, nous avons la CIODM, donc avec une interopérabilité en temps réel. Et là, on a Cdistock. On a un logiciel WMS dans lequel toutes les réceptions se font dans Gildas. Et donc, Gildas envoie toutes les informations à MAC2, puis à Cdistock. Donc, c'est-à-dire, ce sont des systèmes d'interopérabilité entre les différents systèmes d'information. Voilà, rapidement, où on en est. Donc, par rapport à cette grille réseau Médit qui a été réalisée en juillet 2023. Donc, je ne vais pas la détailler, mais on était quand même assez contents. Et puis, c'est comment dire, les résultats sont cohérents avec ce qu'on va voir par rapport à l'audit qui a été réalisé par le CHU de Lille dans le cadre donc, de l'étude croisée. On est à 71% de conformité par rapport à l'interopérabilité du circuit global, puisque donc cette histoire de l'IUD n'est pas encore chez nous. On a formalisé le circuit informatique des DMI avec donc les différentes étapes. Si on prend par exemple le dépôt temporaire, nous avons une pré-réception dans Gildas, puis une réception et délivrance par les agents de traçabilité, ce ne sont pas des PPH, dans Gildas, c'est-à-dire on a les 3 étapes. Voilà, donc on enregistre le numéro de lot, la péremption par des scanettes. Okay. Ensuite, donc, on va envoyer donc cette délivrance au sein du plateau technique où il va y avoir. Alors, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est quand l'implant il entre dans le bloc ou dans le secteur interventionnel, comme quoi il est bien arrivé à l'entrée du bloc. Cependant, comme nous avons les préparateurs, ils procèdent à l'accusé réception dans l'arsenal, au sein du bloc ou du plateau interventionnel. Ils rangent et puis après, nous avons une utilisation en salle et une traçabilité qui est faite en temps réel en salle par l'IBOD. Et donc, en fait, elle renouvelle, c'est elle qui fait la demande de renouvellement. Et donc, le préparateur, il va pouvoir contrôler la fiche de traçabilité. Pour l'instant, nous n'avons pas informatisé les indications de pause. Nous avons encore des fiches de traçabilité manuelles, des indications pour les T2A, où en fait le préparateur il va contrôler en fait qu'il a bien cette traçabilité, il va contrôler que la pause informatiquement elle a bien été sortie et après donc lui il va valider la demande qui a été faite par le personnel soignant et ensuite donc l'information elle va passer automatiquement dans MAC2 avec donc une validation, une préconisation de commande qui va donc être générée aussi dans Gildas. Et à partir du moment qu'on va valider dans MAC2, on a un attendu de réception donc dans Gildas et une via Hospitalis. Donc la commande, elle va passer par EDI vers le fournisseur. Pour les dépôts temporaires, aujourd'hui, on ne les trace pas à l'entrée de la PUI, c'est-à-dire voilà, mais tout se fait a posteriori. Donc, pour l'instant, c'est une traçabilité manuelle, alors que, attention, dans l'arrêté, les dépôts temporaires doivent tracer informatiquement. Donc, aujourd'hui, nous avons écrit notre procédure du circuit général. Elle est validée, diffusée. Sachez également que nous avons fait notre REX à travers une fiche pratique, un app que vous pouvez aller aussi donc consulter.
On a mené un énorme travail autour de l'idée, énorme, énorme, énorme. Et c'est vrai que beaucoup d'énergie, ce que je vous ai dit, donc on est un petit peu essoufflé et c'est vraiment le cas parce que les éditeurs, on a du mal à avoir les réponses parce que comme on a plusieurs éditeurs, ce n'est pas un seul logiciel, c'est plus compliqué via des interfaces. Donc l'IUD, il est intégré dans la JAF via la CIO. Dans la fiche produit, dans la commande fournisseur, c'est-à-dire que moi j'envoie mon commande au niveau donc du fournisseur, donc j'ai l'ID, mais à ce jour, ce qui ne va pas, c'est que l'UID n'est pas tracé à la réception à l'API. La donnée, elle est lue, elle est affichée au même titre que le numéro de lot et le numéro de série, mais elle ne remonte pas dans le logiciel de traçabilité. Et donc, de ce fait-là, elle ne va pas descendre dans le DPI et donc pas dans le DMP. Et l'IUD n'est pas interopérable entre GIDAS et CDStock et il n'apparaît pas donc sur la fiche implant. Sachez pour ceux qui ne le savent pas que nous avons élaboré au sein d'Europharmat une fiche de recueil de non-conformité des IUD qui est en lien avec la DGOS. Donc, vous avez l'adresse ici. Donc, on a identifié un certain nombre donc, de non-conformités, comme par exemple l'absence de code barre, absence d'information de l'IUD lisible par l'homme sur leur conditionnement, l'identifiant code barre n'est pas normé, est-ce que donc non-respect des normes GS1 ou HPBC, l'identifiant code barre n'est pas normé, non-respect de la syntaxe des normes GS1, HIBC, inadéquation entre les informations de l'étiquette fournisseur et l'information lisible, donc sous l'IUD, et par exemple des codes barres normés mais non lisibles par les scanettes, ou des codes barres normés mais non interprétables par le logiciel, et différence entre les informations des différentes étiquettes, c'est-à-dire par exemple entre le conditionnement primaire et le conditionnement, enfin sur la boîte et sur l'implant lui-même. Voilà, donc donc moi j'ai fait le test. Je sais que Anne-Françoise à Lille, elle bosse énormément là-dessus et elle a vraiment créé une IUD vigilance, donc ce qu'on appelle. Alors moi, c'est chronophage, mais j'ai fait 2 fois, mais voilà, c'est un temps fou à faire, mais je pense que ça vaut le coup quand même de le faire pour faire avancer les choses. Donc, pour vous dire que de décembre 2022 à février 2023, on a identifié 68 fiches de non-conformité. Certaines ont été déclarées à l'éditeur, voilà. D'autres ont été déclarées à la NSM parce que c'est non-respect des normes GS1 ou HIBC. Donc, vous voyez, même en 2023, on retrouvait quand même certains codes barres non normés ou bien des déclarations matériaux. Donc, déclaration matériaux vigilance avec l'absence de l'idée sur un niveau de conditionnement ou bien non-respect de la syntaxe des normes. Alors, en plus de cela, ça y est, grâce encore à un interne, un travail d'interne de qualité, qui a été fait, on a mis en place, l'organisation du circuit de déclaration et de traitement des événements indésirables liés au circuit des DMI. Voilà, donc on a créé un groupe de travail. L'idée, est-ce que ce CREX DMI, on l'isole? Est-ce qu'on le rattache au CREX PUI? Est-ce qu'on le rattache au CREX bloc opératoire interventionnel? Au début, on a dit on ne va pas l'isoler, ça ne sert à rien. On va le rattacher à la PUI, donc on a fonctionné comme ça, mais ça n'a pas du tout pertinence, aucune pertinence. Donc du coup, aujourd'hui, on l'a sorti du CREX PUI et on l'a rattaché au CREX bloc opératoire. Voilà, donc c'est tout récent. On trouve que c'est beaucoup plus pertinent et ils sont plus amènes, ils sont plus intéressés par les problématiques. Voilà. Donc, on a fait tout ça dans notre outil Enov. On a mis en place donc les déclarations informatiques internes via Signal, donc sur intranet, dans lequel on a travaillé beaucoup avec la qualité justement pour paramétrer. Donc, on a défini 12 étapes, tout ça pour justement, quand on va faire notre requêtage et notre bilan, on va pouvoir dire qu'on a un nombre d'événements indésirables qui concernent quelle étape. Et puis, donc, on a rédigé la procédure et on l'a diffusée. On a une visibilité maintenant sur ce sont des déclarations liées au circuit des DMI. Voilà. Donc, le bilan, donc en 2023, alors moi je pousse beaucoup à la déclaration, c'est vrai. 23 événements indésirables du circuit déclaré, dont 5 mal orientés. Donc, 18 événements indésirables analysés. On a considéré 3 comme graves, comme par exemple au niveau de la commande, un vendredi après-midi, on ne pouvait pas
valider donc, enfin, signer et envoyer nos commandes fournisseurs, du coup, bah, les commandes n'étaient pas toujours pas passées avant 17 heures, donc ça veut dire ça a retardé énormément le comment dire? L'arrivée lundi matin donc des dépôts, hein, donc, d'implants. Voilà et donc c'est très important la communication avec le service qualité parce que nous, en fait, tout est centralisé au niveau de la qualité. Tous les événements indésirables arrivent à la qualité, c'est eux qui font le tri et le dispatching. Donc il est très important de leur expliquer, de les sensibiliser et de les accompagner et surtout mener un travail avec eux pour que le paramétrage signale parce que voilà, moi c'est un outil, commun à toutes les vigilances donc je ne peux pas l'adapter comme je veux. Voilà, on essaye tant bien que mal d'avancer et d'apporter un certain nombre d'informations qui nous permettent donc de rendre nos résultats pertinents. Et enfin, donc voilà, l'audit circuit des DMI CHU Amiens qui a été réalisé par, le CHU de Lille que je remercie vraiment beaucoup, parce que ce travail va nous aider énormément et merci à l'Omédite Hauts-de-France, hein, parce que c'est une démarche qui a quand même été enclenchée en lien avec eux, les pharmaciens. Donc, ils sont venus nous auditer le 31 mars 2024. Vous voyez, donc on a organisé le circuit à la PUI. Donc, ils sont venus voir à la PUI comment ça se passe. Ensuite, on est allé dans un bloc opératoire. On a regardé l'arsenal. On est rentré en salle en chirurgie orthopédique. Ils ont pu discuter avec les IVOD pour essayer de savoir que toutes les informations que j'ai pu leur transmettre, est-ce que c'est sur le terrain, c'est bien acquis. Ils ont pu discuter aussi avec les chirurgiens. Ensuite, on est parti dans le service de chirurgie orthopédique. Ils ont pu interroger un patient, hein, sur la carte implant, la lettre de liaison. Ils ont pu aussi interroger l'agent d'accueil parce que c'est elle qui est responsable, enfin, c'est elle qui s'occupe de la remise de tous les documents aux patients. Et puis donc avec l'encadrement et les infirmiers. Et puis donc voilà, on a des résultats, on est à 70% de taux de conformité global. Alors je sais ce qui pêche, voilà, c'est ça le plus important. Et puis ils nous ont fait une petite synthèse très 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 importante que je vais présenter là le 18 juin au comité stratégique qualité de l'établissement avec le DG et de la direction de la qualité. Alors, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vrai que, comme je vous ai dit, on était essoufflés depuis 2020. Aujourd'hui, c'est la PUI qui porte tout ça toute seule, hein, aucune ressource. Il faut vraiment qu'on formalise notre processus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos procédures, ça y est, tout est rédigé, etc. Maintenant, il va falloir qu'on les mette dans un endroit et que je puisse aller chercher. Parce que là, pour chercher, par exemple, une procédure, que le processus soit clair. Donc, on va créer un onglet avec les DMI et on va pouvoir vraiment mettre toutes nos procédures dedans pour pouvoir justement, et puis on va pouvoir surtout informer. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est qu'on va pouvoir travailler aussi avec les éditeurs parce que je vous ai parlé du projet de décret qui va parler de l'explantation, de la traçabilité de l'explantation qu'aujourd'hui mon logiciel ne permet pas de le faire. Alors, je ne vous dis pas quand c'est une reprise chirurgicale d'un implant qui arrive enfin, d'un patient qui arrive où il a été implanté dans un autre établissement, et puis de la traçabilité de la reprise chirurgicale. Voilà. Voilà. Hem, Ce qu'ils ont apprécié, en fait, c'est vraiment, les interlocuteurs qui sont, identifiés, que l'équipe pharmaceutique, intégrée dans le bloc opératoire, que par contre, amélioration, on n'a pas de DSN support aujourd'hui. C'est ça qui pose aussi problème. On n'a pas de DSN support, ils sont en train de se réorganiser et puis, voilà, ça c'est très important. Il faut un accompagnement DSN pour pouvoir avancer et puis donc la carte implant, alors, voilà, c'est ce que je vous disais, il faut qu'on travaille sur les utilisations des scanettes au bloc, sur la gestion des explantations, sur donc la remise des précautions d'emploi à la notice et puis l'interopérabilité de l'unité et voilà. Et donc, difficulté, voilà, c'est la dernière slide. Travail qui est porté aujourd'hui par la PUI, mais que je l'espère, ça va changer. Et que le personnel aujourd'hui, maintenant, il est complètement fatigué. Moi, personnellement, je suis très fatiguée et je pense que tout le monde est fatigué. Quand j'organise des réunions, bah, ils sont pas forcément, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Ils ont pas envie de venir parce qu'ils voient bien que ça n'avance pas forcément. Mais merci Daniela, parce que quand tu m'as demandé de faire cette synthèse, je me suis aperçue qu'on avait quand même fait pas mal de choses, hein. Il suffisait quand même de structurer ce qu'on avait fait, mais voilà, donc on n'a pas tout 100%, mais quand même.
Et puis, surtout, on n'a aucune ressource RH hein, donc pour nous aider. Quelles sont les perspectives là à court terme? Donc voilà, il faut que je resensibilise encore les soignants. Merci les internes qui sont présents au CHU d'Amiens, donc ils vont pouvoir travailler sur des audits. Il faut qu'on aille présenter les résultats de l'audit, comme je vous l'ai dit, à la direction générale pour une structuration institutionnelle. Il faut que je retravaille sur la carte implant, donc ça c'est important. Alors maintenant, aujourd'hui, on a une carte implant institutionnelle, mais je vais travailler sur la remise de la carte implant fournie par le fournisseur avec le risque de fournir un jeu de cartes. Mais ce que je trouve intéressant sur cette carte, c'est ce lien qui va pouvoir quand même donner pas mal d'informations, la notice pour le patient, et puis la mise en place de la traçabilité de la remise de la carte implant à la sortie du patient. Alors, comment je vais faire ça? Donc, on a décidé, grâce à l'audit justement, de rajouter donc cet item dans la checklist du service d'accueil du patient. Donc, on va la rajouter comme ça, elle sera cochée. Et puis, surtout qu'il faut mener un énorme travail avec la DSN sur la rédaction d'une procédure en cas de panne ou cyberattaque du système d'information. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Abir. Merci pour cette synthèse, merci pour ce retour d'expérience. Je suis désolée, on a pris un peu de retard. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on peut… Oui, une question. J'ai une question, Abir. Je passe le micro. Bien sûr. Oui, bonjour Abir, Maurice Durand-Boulogne. C'est toujours un plaisir de t'entendre, donc merci beaucoup pour la présentation. Deux questions au moins, je vais essayer de faire vite. Est-ce qu'il y a un projet, que ce soit au niveau des industriels, au niveau d'Europharma, de pouvoir identifier sur les conditionnements primaires et secondaires des industriels, en fait, ce qui est un DMI, ce qui est un DMI qui doit être tracé? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir, je sais pas, je prends une sonde urinaire qu'on peut garder 5 semaines, il faut la tracer, si on la garde que 3, la tracer, c'est un peu compliqué. Nous, par exemple, dans notre établissement, bon, clairement, il y a des DMI qu'on ne trace pas parce que voilà, on ne fait pas bien. Il y a plein de DM qu'on trace en DMI parce que c'est notre organisation. Les T2A qui ne sont pas des DMI, on les trace. Enfin, les dépôts, on les trace. Ça rajoute aussi beaucoup de travail. Bon, je pense qu'il y a plein de choses à revoir et on a aussi un projet d'AMDEC, un peu comme tu as pu faire à Amiens il y a 2-3 ans. Mais bon, c'est pareil, il faut du temps pour le faire. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui… Alors la réponse, c'est que justement, on est en train de revoir notre guide de traçabilité. Et là, justement, dans 1 heure, je prends le train pour notre séminaire Europharma, justement pour finaliser. Et on est en train de faire un logigramme, justement, des DM qui doivent être tracés et en conformité par rapport au futur décret. Donc, normalement, pour les journées 2024, là, octobre à Lille, hein, je vous invite tous à nous rejoindre à Lille. On a de la chance qu'Europharmat se déroule à Lille. Donc, on espère que ce logigramme, on va le publier d'ici là dans notre guide de traçabilité. Voilà. Super. Donc, il va y avoir un logigramme de DMI qui sont à traçabilité sanitaire obligatoire. Super, donc ça, merci pour la première question et la réponse, ça c'est vraiment une super nouvelle. La deuxième question, c'est comment on fait pour les DMI qui sont posés en consultation, que ce soit du public ou du privé, et qui ne viennent pas de la pharmacie? Je pensais par exemple au bouton de Mickey, nous on a des praticiens qui font des consultations nutrition, les patients viennent de ville avec des boutons Mickey qu'ils ont obtenus en officine, chez des prestats ou que les praticiens ont acheté eux-mêmes, hein. Enfin, tout peut être envisagé. Enfin, voilà. Ça passe pas à la pharmacie. À première vue, il n'y a pas de traçabilité dans le dossier patient, puisqu'en fait, c'est la pharmacie qui les crée. Donc, est-ce qu'on n'est pas conforme et comment on peut faire pour circuler? Et en fait, comment ça se passe en ville? Parce que les boutons de Mickey, en soi, une infirmière libérale formée pourrait le faire. Et je pense qu'il y a pas forcément de dossier patient, donc traçabilité, quoi. Donc, est-ce que tu as des infos là-dessus sur la réglementation et les pratiques? Alors, aujourd'hui, voilà, c'est la grande question parce que comme vous avez vu, la définition de l'implant, elle a changé. C'est l'intervention clinique et par les orifices naturels. Donc là, tu as parlé des boutons Mickey, mais je ne vous dis pas en consultation gynéco, par exemple, pour tout ce qui est dispositif intra-utérin, c'est pareil.
ou ce sont les patientes qui arrivent avec. C'est toute la question aujourd'hui, justement. Comment on va mettre en place cette traçabilité? Normalement, on devrait, hein, donc tout ce qui rentre en fait en termes de traçabilité, on devrait quand même gérer cette traçabilité. Après, c'est une question d'interprétation. On a beaucoup débattu là à Europharmat, on n'a pas encore la réponse parce que la question, elle est très, très, très compliquée. Je sais que dans certains établissements, ils ont mis en place un circuit, c'est-à-dire que plutôt que les implants soient apportés par les patients, tu sais, comme par exemple les produits de contraste, hein, donc maintenant on arrête ça. Donc, ils ont mis en place un circuit avec une dotation dans l'hospitalisation et que c'est l'hospitalisation qui fournit en fait la consultation. Enfin, voilà, c'est chaotique, mais en tout cas, voilà, ils ont. Donc, en fait, aujourd'hui, tout ce qui rentre à l'hôpital, on a quand même l'obligation de tracer. Alors, comment après? Voilà, la réponse aujourd'hui, on ne la connaît pas. Il faut discuter, il faut qu'on voilà. Donc aujourd'hui, je suis confrontée à ça et moi j'ai décidé personnellement, comme j'ai considéré que c'était de la consultation externe et que les patients, ils arrivent, bah, pour l'instant, hein, je botte en touche, hein, voilà. Donc c'est une question d'interprétation, ce n'est pas possible. À moins que maintenant que j'aille mettre en place une équipe pharmaceutique, hein, parce que moi, ce que je suis en train de faire aussi, à partir de novembre, notre présence pharmaceutique aussi dans les services, elle est très importante. Et je pense que si on est présent dans les services, on va pouvoir peut-être se mettre en relation avec les services pour pouvoir justement mettre en place une organisation. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable et je ne sais pas par quel miracle, à part aller discuter avec les soignants et trouver des organisations internes qui peuvent répondre à la réglementation. En tout cas, aujourd'hui, tu dois faire cette traçabilité, mais de quelle manière, je ne sais pas. C'est comme les dépôts temporaires, hein. C'est la même chose. Merci beaucoup, Abir, encore une fois.